C'est l'un des projets les plus ambitieux de l'histoire du cinéma. 3 films pour 17 Oscars et 30 nominations. Une trilogie inégalée dans le genre de la fantasy. Vous l'avez sûrement déjà reconnu grâce à la bande-son qui se joue en ce moment et qui rend tout ce que je dis extrêmement stylé. On va bien sûr parler du Seigneur des Anneaux. Et on va se pencher sur les techniques de fabrication des films et même faire un petit peu de maths avec. Bref, générique. La trilogie du Seigneur des Anneaux a marqué le cinéma à bien des niveaux, tant ce fut une réussite. Le casting, la direction artistique, l'écriture, les effets spéciaux, tout fonctionne à merveille et notamment grâce à la vision de son réalisateur, Peter Jackson. Et Peter, il en a bien chié pour arriver à ce résultat, et surtout pour faire financer ses films. Tiens d'ailleurs, qui est producteur Ah oui, c'est un peu gênant. Ok, reprenons. Pour se faire une idée, chaque film a coûté 94 millions de dollars. Alors bon, effectivement, c'est beaucoup dit comme ça, mais c'est pas énorme comparé au prix d'une série de blockbusters de cette ampleur. D'autant plus que les films sont toujours très impressionnants aujourd'hui, grâce à des décors et à des effets spéciaux époustouflants. On se sent vraiment en terre du milieu. Pour créer ce sentiment, les équipes de production ont dû répondre à une question qui vaut aussi bien en littérature, au cinéma ou dans le jeu vidéo, en fait tout médium qui tente de construire un monde. Et cette question c'est: comment rendre crédible un monde qui n'existe pas? Eh bien il faut mettre du détail à toutes les échelles et mettre le tout dans un ensemble cohérent. Du plus petit personnage jusqu'à ces immenses paysages, un monde prend vie si on en voit tous les aspects. Tolkien était obsédé par cette notion de détail et les films en héritent très bien. Par exemple, tous les décors qu'on visite sont toujours visibles à différentes échelles. Large, moyenne, rapprochée, intérieure. Large, moyenne, rapprochée, intérieure. Et à chaque niveau, dans chaque accessoire, on trouve de nouveaux détails et des indices sur l'histoire de chaque lieu et de chaque peuple. Et malgré la grande variété de races de personnages, tout semble naturel et cohérent. Mais jusque-là, vous me direz, rien de révolutionnaire au niveau visuel. Par contre, au-delà des échelles de décor, on a aussi différentes échelles d'action, du simple dialogue jusqu'à la bataille impliquant plusieurs dizaines de milliers de personnages en même temps. Et c'est sur ce point-là que les effets spéciaux ont été salués, ils ont été excellents à toutes les échelles. Depuis Gollum, le premier personnage entièrement numérique visuellement crédible au cinéma, jusqu'aux scènes de bataille d'une ampleur alors jamais vue. Pour modéliser et animer autant de personnages, le studio d'effets spéciaux Weta a développé un outil appelé Massive, qui leur permettait de simuler des fouilles gigantesques très rapidement. Chaque personnage à l'écran est doté d'une intelligence artificielle propre et il choisit à chaque instant sa prochaine action en fonction de son environnement, des personnages autour de lui, des ordres qu'il a reçus et bien sûr des dégâts qu'il prend. En plus d'avoir un look unique généré aléatoirement, le personnage est aussi doté d'un système d'animation prédéfini selon sa race, l'arme qu'il tient, sa corpulence, ses blessures, etc. Ce qui leur a permis de simuler des regroupements gigantesques sans avoir à animer chaque personnage individuellement, presque comme dans un jeu de stratégie mais en beaucoup plus évolué. Pour Gollum, ce fut les grands débuts de la motion capture, utilisée maintenant partout au cinéma ou dans le jeu vidéo. Et au-delà de Gollum, l'immense bestiaire de Tolkien est représenté avec les elfes, les orques, les magiciens, les urukai, les balrogs, les trolls, les sourcils de ce mec, les aigles géants, les araignées géantes, les nazgûl, les olifants, les hommes, et ceux qui vont un peu plus nous intéresser aujourd'hui, les nains et les hobbits. Alors si ces personnes de petite taille sont bien gentilles, eh ben ça ajoute une dose massive de complexité à la fabrication du film, car là encore tout est question d'échelle. Parce qu'on n'a pas toujours sous la main des nains qui jouent extrêmement bien, et par là je veux bien sûr parler de Fort Boyard. Tiens. Bonjour jeune T-Rex. Ah, passe-muraille. Il a donc fallu rétrécir artificiellement des acteurs de taille tout à fait normale, puisque les acteurs qui jouent le Hobbit font à peu près 1m70, et l'acteur qui joue Gimli nain fait 1m85. Diverses techniques ont été utilisées, dont le fond bleu, qui est la même chose qu'un fond vert mais en bleu, utilisé pour replacer dans la même image les personnages, notamment lorsqu'on les voit quasiment de plein pied, ou quand ils interagissent comme avec ce plan. Tea? Or maybe something a little stronger. I've got a few bottles of the old Wynyard left. 12.96. C'est ce qui est utilisé aujourd'hui pour placer les géants dans Game of Thrones par exemple. Il force aussi certains angles de caméra pour donner l'illusion de la petite taille, c'est pour ça que vous voyez toujours Gimli un peu de haut et pas de plein pied. Quand mettre à genoux les acteurs ne suffisait pas, on faisait appel à des doublures quasiment à l'échelle, utilisées pour les plans larges ou de dos, et puis on peut toujours remplacer numériquement leur visage par celui de l'acteur dans le pire des cas. Mais pour des plans un peu plus serrés, les doublures pouvaient aussi porter des masques en latex imitant le visage de l'acteur. Mais bon honnêtement, parfois ça marche pas super bien, on voit bien que le mec a pas bonne mine, ou alors qu'il a pas du tout la bonne tête.
Les décorateurs ont aussi construit certains décors en double, un à l'échelle Hobbit et l'autre à l'échelle humaine. On fait tourner le Hobbit dans le décor à échelle humaine et l'humain dans le décor à échelle Hobbit. Et par la magie du montage, ils se retrouvent finalement dans la même pièce. On peut le voir par exemple dans cette séquence où le cut se fait pendant la rotation de la caméra. Juste ici. Voilà, tac tac. Et maintenant à vitesse réelle. Oui. What about you? I'll be waiting for you at the Inn of the Prancing Pony. And the ring will be safe there. I don't know, Frodo. Changer la taille des décors pour changer la taille des acteurs, c'est plutôt facile. Mais ça là, comment ils ont fait? Ils ont quand même pas des géants de 2,50 m avec des mains de 40 cm. Et ben si, puisqu'ils ont construit des exosquelettes gigantesques avec des mains robotiques télécommandées et ils leur ont mis des grands costumes. Putain mais les années 2000, c'est vraiment le futur. Le pire c'est que ça rend hyper bien. Mais c'est pas ça dont je vais parler maintenant. Le vrai sujet d'aujourd'hui, c'est ce plan. Ce plan de 2 secondes. Et celui-là aussi. Ces plans ne contiennent aucun effet numérique, aucune retouche, rien, ils ont été filmés comme ça. Ce plan utilise une technique bien connue des touristes, ceux qui veulent tenir la tour Eiffel ou soutenir la tour de Pise ou merde là, ce qu'on appelle plus sérieusement la perspective forcée. La perspective forcée est un procédé visuel qui permet de simuler des différences de taille entre des objets ou des personnages intervenant dans une même scène. Le principe est très simple. Si vous avez 2 personnes côte à côte de la même taille et que vous voulez en faire paraître une plus petite, vous avez simplement à l'éloigner de la caméra. C'est plutôt intuitif. On peut faire le calcul pour savoir à quelle distance placer un acteur pour le faire paraître plus ou moins grand, et la formule est assez simple. Le rapport des distances à l'observateur est directement égal au rapport des tailles sur ces 2 plans. Donc par exemple dans le film, un hobbit fait environ 1,20 m. Donc le rapport des tailles avec un homme fait environ 1,5. Donc si on a nos 2 acteurs, homme et hobbit de la même taille, le hobbit devrait être 1,5 fois plus loin de la caméra que l'homme. Et donc on peut appliquer cette formule à plein de trucs. Et notamment à nos photos de touristes. Par exemple, pour faire la taille de la tour Eiffel sur la place du Trocadéro, on doit être à 4 mètres de l'appareil. Et si on veut s'amuser, pour faire la taille de la Lune, il faut se mettre à environ 100 mètres de l'appareil, donc il faut sortir un bon gros zoom. Mais il suffit pas de faire son petit calcul et de bien placer les sujets devant la caméra, parce que le cerveau il est pas si con. Pour que l'illusion marche vraiment, il faut aussi tromper le cerveau sur le placement des sujets par rapport au sol. Ici on voit pas le sol, donc c'est plutôt simple. C'est tout le reste du décor, et notamment la cheminée, qui fait repère, puisque comme les 2 acteurs sont éclairés exactement de la même manière, on va naturellement les placer dans le même plan. Mais il faut aussi penser à régler le regard des 2 acteurs, car comme on le sait maintenant, ils ne sont pas du tout alignés, et ils doivent donc regarder dans le vide pour ne pas trahir l'illusion. Et c'est pas forcément simple pour les acteurs. I've got a look there. For when he's standing? Yeah, but I don't, and I got a look there for when Nigel's sitting. What I don't have is a look when he's crouching, which is the beginning of the shot. Okay, well, we can give you that. We can go back to number 1s and make sure that you've got that. Et cet extrait vient de la préparation de ce plan. Sûrement un des plans les plus compliqués de la saga en termes de perspective forcée. On peut le voir directement ici, la table est coupée en 2 avec une partie surélevée. En fait, c'est pour créer une table qui sera plus courte en longueur sur l'image finale, toujours pour mettre les 2 personnages dans le même plan, alors qu'en fait, ils sont assez éloignés. Sur les 2 parties de table, on va aussi adapter la taille des accessoires. Tout sera plus petit du côté du magicien. Mais comme c'est plus proche de la caméra, sur l'image finale, cette différence d'échelle ne se remarquera pas, et ça renforcera l'impression qu'on a affaire à une table tout à fait normale. L'autre avantage, c'est que le magicien manipulera des petits accessoires, ce qui renforcera l'impression de gigantisme. Mais il y a aussi un détail important, la caméra bouge. Habituellement, quand on essaye de bouger la caméra, on brise l'illusion parce qu'on brise l'alignement de la perspective. Mais pour le Seigneur des Anneaux, ils ont développé des décors qui pouvaient bouger en même temps que la caméra pour conserver le bon alignement et les bonnes distances par rapport à elle. Et c'est la même chose pour ce plan, on ne le voit pas mais en fait l'acteur et toute la partie surélevée de la table bougent en même temps que la caméra. Et l'illusion est parfaite. Il y a beaucoup d'autres plans dans les films qui exploitent cette illusion, dont celui de la carriole dans La Communauté de l'Anneau. Je vais d'ailleurs vous laisser réfléchir 5 secondes à comment ils ont pu le faire. You know Bilbo. He's got the whole place in an uproar. Well, that should please him. Et c'est avec une carriole un peu tordue puisque Gandalf est assis bien en avant par rapport à Frodon. Malheureusement, je peux pas prendre le film plan par plan et vous expliquer à chaque fois comment c'est fait, déjà parce que ça serait chiant et lent, puis maintenant que vous avez les bases, vous pouvez quasiment le faire vous-même. Dans le monde du Seigneur des Anneaux, tout est question d'échelle. Échelle entre les personnages, les situations et les décors. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est de voir à quel point cela a impacté la réalisation et la composition des plans. Il y a un exemple tout simple, toujours sur la différence de taille entre les hommes et les hobbits, et c'est juste la différence entre les gros plans sur Gandalf et Frodon qui crée facilement l'impression que le magicien a une tête beaucoup plus grosse. Mais plus généralement, les films jouent constamment sur les effets de profondeur entre premier plan et arrière-plan, sur des changements de point de vue, ou encore sur des mouvements de caméra volant à toute vitesse à travers les décors et les batailles. On peut voir ces concepts particulièrement en action dans la manière dont est traité l'anneau à l'écran. On ressent son importance et son poids dans le récit, juste par la place qu'il peut prendre à l'écran par rapport aux autres personnages. La notion de perspective forcée appliquée à son maximum finalement. It is a strange fate that we should suffer so much fear and doubt, and for so small a
Ce que j'ai essayé de montrer avec cette vidéo, au-delà du problème des hobbits à l'écran, c'est que le Seigneur des Anneaux ne serait pas ce qu'il est sans le travail de dizaines d'artistes et d'ingénieurs inventant des solutions ensemble pour transporter le spectateur dans un autre monde. Car c'est en combinant art et technologie qu'on arrive à faire du grand cinéma. Avec un S devant.